deux premiers romans, La marche en forêt et Le mur mitoyen, est partie dans ma tête un peu d'un même cycle où j'explorais beaucoup les questions familiales, les liens familiaux et les rapports entre, pas nécessairement juste les membres d'une même famille biologique, mais les membres d'une famille accidentelle ou d'une famille choisie. Et c'était des romans, comme presque tous mes romans, qui étaient construits avec beaucoup, beaucoup de personnages et un peu par fragments. Et déjà dans ces deux romans-là, je ne dirais pas qu'il y avait du fantastique ou que c'était de la littérature, de l'imaginaire à proprement parler, mais moi, j'ai toujours aimé inclure un tout petit peu de réalisme magique, là, à défaut d'un meilleur terme, un petit peu de discret surnaturel dans mes romans. Donc, c'est par là que j'ai commencé. Mon troisième livre, Madame Victoria, était construit sur un modèle un peu différent. En fait, j'avais entendu parler de l'histoire d'une femme, du squelette d'une femme, pour être plus précise, qui avait été découvert tout près de l'hôpital Royal Victoria à Montréal et qui avait été surnommée Madame Victoria parce qu'en fait, on n'a jamais été capable de trouver qui elle était, d'identifier des membres de sa famille, des proches. Donc, on n'a jamais su qui elle était puis comment elle était arrivée là. Et j'ai décidé d'écrire un livre où chaque chapitre serait une hypothèse différente sur qui aurait pu être Madame Victoria, puis comment elle en serait venue à mourir à cet endroit-là. En commençant par les hypothèses qui m'apparaissaient les plus réalistes puis les plus concordantes avec les faits qu'on avait sur la vraie Madame Victoria, l'époque, etc. Et en s'éloignant de plus en plus de ça. Et je pense que c'est là que j'ai fait mes premières vraies incursions dans le fantastique parce qu'à un moment donné, bon, il y a une histoire de femme invisible, il y a une histoire de voyage dans le temps. C'était pour moi une façon pas trop compromettante de m'essayer avec des genres auxquels je n'étais pas habituée parce que je ne suis pas non plus une grande, grande lectrice de science-fiction ni de fantastique. Mais j'ai eu un plaisir vraiment fou à explorer ça avec Madame Victoria. Donc, dans mon quatrième roman, je me suis permis un petit peu plus de liberté. J'y suis allée avec une uchronie, c'est-à-dire que j'ai un peu réécrit l'histoire. Je suis partie de l'histoire de la vraie ville de Détroit, mais j'ai changé un petit détail historique dans un traité qui a fait en sorte qu'au lieu d'être devenue une ville américaine comme elle l'est aujourd'hui, c'est resté une ville britannique et donc ensuite canadienne, mais surtout francophone, parce qu'à la base, Détroit, les premiers colons qui sont arrivés là, c'était des colons français. C'était Antoine Laumet de la Motte Cadillac qui a donné son nom à une voiture. Donc, c'est ça, mes personnages parlent un français, un dialecte du français canadien et vivent dans une ville qui est à peu près aussi démantelée que la vraie ville de Détroit, sinon plus, mais il s'y passe toutes sortes de phénomènes inexplicables. De toutes les sortes. Et cette ville-là est, entre autres, habitée par une espèce de colonie d'enfants sauvages qui vivent complètement séparés du monde des adultes et qui ont une approche très révolutionnaire aux problèmes que la ville rencontre. Je suis curieux de savoir comment tu fonctionnes avec l'écriture. Est-ce que tu es du genre à te préparer un plan? Là, tu sais, quand tu abordes un roman, là, chaque chapitre est prévu dans ta tête et la fin, tout ça, ou tu te lances sans parachute, entre guillemets, là? Je dirais que je suis un peu entre les deux. Ça part toujours d'une intuition. C'est pas genre un jour, je m'assois et je me dis, bon, sur quel thème je pourrais bien écrire? C'est plus des idées qui me travaillent, des obsessions, des espèces d'idées fixes qui commencent à prendre de l'ampleur. Puis souvent, c'est plus qu'une idée qui se met ensemble. Puis là, ça commence à tisser un univers. Puis une fois que j'en ai assez, que j'ai assez réfléchi à ces idées-là pour que ça devienne quelque chose d'un peu plus concret, oui, je m'assois puis je fais un plan. Mais mon plan n'est pas détaillé à la virgule près, ni même au chapitre près. Je sais pas, j'ai une idée de l'arc général que je veux suivre. Souvent, j'ai une idée de la fin. Je sais où je veux m'en aller. J'ai une idée des grands moments, des pivots qu'il va y avoir dans l'histoire. Mais ce qu'il y a entre les deux, il faut que je le tisse au fur et à mesure de l'écriture. J'aurais beaucoup de misère à travailler sans plan, mais je pense que si le plan était trop détaillé, j'aurais pas de plaisir non plus. Qu'est-ce que c'est l'écriture pour toi? Bien, il y a deux choses là-dedans. Je pense que je suis quelqu'un qui, mon amie Laurence Tremblay-Ouellette appelle ça la maladie des mots.
quelqu'un qui est obsédé par les mots, qui réfléchit beaucoup, que même des fois dans mes communications interpersonnelles, j'ai des enjeux parce que si c'est pas le bon mot qui est utilisé, moi, ça change tout, là. J'aime que les choses soient bien dites. La façon dont les choses sont phrasées, sont exprimées compte énormément pour moi, presque autant que ce qui est dit. Puis ça, j'ai toujours été comme ça. Les mots ont toujours une importance capitale dans ma vie. Donc, je pense que c'est ça que je viens chercher dans l'écriture, mais aussi dans la traduction. Parce que traduire, c'est beaucoup ça. C'est de la gymnastique verbale, c'est de la gymnastique linguistique. Des acrobaties même des fois. Puis je fais de l'édition depuis une couple d'années aussi. Puis là aussi, c'est beaucoup de réfléchir aux mots, aux phrasés, au rythme des phrases, des paragraphes, etc. Donc ça, c'est une des dimensions qui est vraiment importante pour moi. Puis l'autre, c'est juste le plaisir de raconter des histoires. Je pense qu'il y a des gens comme ça qui abordent le monde en termes de narration. Moi, tout ce qui m'arrive, si je le raconte à quelqu'un d'autre, ça devient, je l'organise comme une histoire. J'ai souvent pensé aussi que j'ai été quelqu'un qui a mis vraiment du temps à se brancher sur quelle sorte de vie je voulais vivre, quelle sorte de, avant de devenir écrivaine, quelle sorte d'emploi je voulais occuper, quelle sorte d'études je voulais faire. Et être écrivaine, dans le fond, c'est une façon de jamais avoir à choisir, d'une certaine manière, parce qu'on peut vivre 1000 vies à travers ces personnages. On peut s'inventer toutes sortes d'histoires. Donc, c'est un peu tout ça. Dans ma jeune vie adulte, là, autour du cégep puis du début de l'université, il y a 2 livres qui m'ont vraiment marquée. Il y a La vallée des avalées de Régent Ducharme pour la façon dont il utilise la langue. En fait, le fait d'écrire un roman qui était si poétique, d'introduire la poésie comme presque une partie intégrale de la narration. C'est ce livre-là, sans cette langue-là, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. Pour moi, de voir toute cette liberté-là qu'ils prenaient avec les mots, inventer des mots, détourner des mots de leur sens, les déformer. J'avais jamais envisagé qu'on puisse écrire un roman de cette façon-là, qu'on puisse prendre ce genre de liberté-là avec la langue et être aussi joueur, ce plaisir de jouer avec les mots. L'autre roman, à peu près à la même époque, qui m'a fait énormément d'effet, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Vous allez le comprendre avec ce que j'ai dit plus tôt. Je fais beaucoup appel au surnaturel, au réalisme magique, mais jamais d'une manière qui est centrale au roman. C'est plus périphérique, c'est plus discret, mais ça vient suspendre un petit peu les règles de la réalité dans mes livres. Puis lui le fait avec tellement de poésie, puis tellement d'adresse et d'inventivité. Puis c'était la première fois que je lisais un livre qui faisait appel à ça. Bien, outre évidemment des livres qu'on lit quand on est tout petit, là, puis il y a toujours un peu de magie dans les livres pour enfants. Mais c'était justement de voir qu'on pouvait s'accorder le droit de mettre cette magie-là qui vient aussi, je pense, donner un peu un sens qui vient installer une transcendance dans les livres, à mon sens, à moi. Puis ça aussi, pour moi, ça a ouvert des portes que j'avais jamais imaginées. Puis en finissant de lire ce livre-là, je me suis dit, c'est ça que je veux, moi. C'est comme ça que je veux aborder la littérature. Puis si jamais j'écris un livre, c'est cette approche-là que je veux avoir. Donc, ces 2 livres-là ont été très marquants pour moi. Est-ce que tu aurais des trucs à donner, des conseils pour des gens qui voudraient se lancer en écriture et qui n'ont aucune idée là, quoi faire? Je pense qu'il faut une idée, là. Je pense qu'il faut une idée de roman, mais je pense que ta question, c'est peut-être plus comme, une fois qu'on a une idée, comment l'actualiser. Ouais. Quoique je dis ça, puis je pense que j'ai certains de mes collègues écrivains qui ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils s'en vont quand ils commencent à écrire, puis ils le découvrent au fur et à mesure de l'écriture. Alors peut-être que des fois, ça vaut la peine de juste se lancer puis de voir où ça nous mène. Je ne suis pas la meilleure personne pour donner des conseils sur cette technique-là ou cette approche-là parce que moi, je n'y arrive pas de cette façon-là. Je pense qu'une chose qui bloque peut-être souvent les gens qui en sont à leur premier essai dans l'écriture, c'est à quel point il y a une différence entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Un brouillon, c'est pas joli, c'est pas bien dit, c'est pas cute. Puis quand on voit ça, des fois, ça nous décourage. Je pense que c'est important de juste sortir son idée.
de l'écrire au complet, puis de ne pas s'attarder à est-ce que les phrases sont parfaites, est-ce que c'est bien balancé, est-ce qu'il y a des longueurs, est-ce qu'il y a des... Ça, c'est correct, ça peut se régler après. Puis en ce qui me concerne, le travail qui est fait après mon premier jet, après mon premier brouillon, est largement plus long et plus substantiel que juste l'écriture. Je retravaille énormément mes livres, donc il faut pas s'arrêter à c'est pas exactement ça que je voulais faire. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas capable de corriger le tir après coup. Je pense qu'il faut lire beaucoup. Il ne faut pas avoir peur. J'entends souvent particulièrement des très jeunes personnes, là, encore à l'adolescence, dire qu'ils ne veulent pas trop lire quand ils sont en écriture pour ne pas se faire influencer. Puis je trouve que c'est une bien mauvaise idée parce que, premièrement, si on ne lit pas, ben, on ne va pas savoir ce qui a déjà été fait. Puis, deuxièmement, moi, je trouve que c'est très inspirant de lire pendant que j'écris. C'est vrai que quand je suis au cœur d'un roman, je ne vais peut-être pas lire d'autres romans. Je vais lire de l'essai. D'autant plus si ça fait partie de ma recherche, si c'est pertinent pour mon roman. Moi, je trouve énormément d'inspiration dans la recherche. Ou sinon, je vais lire de la poésie parce que c'est un autre type de voix, c'est un autre type d'expression, mais ça me nourrit énormément. Donc, je pense qu'il faut trouver ce qui nous nourrit, puis pas s'inquiéter si ça ne marche pas du premier coup, pas s'inquiéter si on est bloqué. C'est beaucoup un travail de persévérance, l'écriture d'un roman, parce que c'est tellement long, c'est tellement une entreprise compliquée qu'il faut juste pas se décourager. Je suis éditrice à temps partiel pour Alto depuis officiellement 1 an, mais à contrat, là, 2 ans. Je suis rentrée parce que, bon, M. Alto est un monsieur aux 1000 projets, donc il voulait quelqu'un pour lui prêter main forte avec l'édition des livres. Je pense que c'est utile aussi d'avoir 2 regards, là. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir discuter des manuscrits sur lesquels on travaille avec lui. C'était pas quelque chose qui était prévu dans ma vie. Je ne pensais pas devenir éditrice un jour. Je ne pensais même pas que j'avais ce qu'il faut. Mais finalement, c'est quelque chose que j'adore. En fait, j'ai découvert que j'adore. Moi, je m'entends bien avec presque tous les auteurs que j'ai rencontrés dans ma vie. Je trouve que c'est des personnes riches, que les conversations autour de leurs romans sont toujours fascinantes puis intéressantes pour moi aussi comme autrice. Puis ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, on ne peut pas être tout dans la vie, on ne peut pas avoir 1000 vies et on ne peut pas être tous les types d'écrivains. Mais c'est intéressant de travailler avec tous les types d'écrivains parce que en m'impliquant dans leurs manuscrits, j'ai l'impression de comprendre, ah ok, telle personne travaille comme ça, telle personne réfléchit comme ça, c'est ça son processus à lui. Puis je trouve c'est tellement beau d'observer cette diversité-là puis de pouvoir y contribuer un petit peu aussi.